Bonjour Sylvain Boucheran de BL Evolution. Ravi d'avoir ton point de vue sur l'état d'esprit des dirigeants aujourd'hui face aux enjeux écologiques, c'est-à-dire environnementaux et sociétaux, en amont des lauriers de la régénération des 11 et 12 juin. Est-ce que tu veux te présenter, dire ce qui t'anime? Oui, bah, bonjour à toutes et à tous. Sylvain Boucheran, je dirige le cabinet BL Evolution que j'ai cofondé il y a une quinzaine d'années. Et puis, ce qui m'anime et ce qui anime aussi mon équipe, c'est vraiment de faire en sorte que les enjeux de transition écologique, les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, de gouvernance soient intégrés par les décideurs dans l'ensemble des politiques stratégiques qui peuvent développer ou mettre en œuvre, que ce soit avec les entreprises, qui est une activité dont je m'occupe un peu plus directement, et que ce soit aussi avec les collectivités territoriales pour lesquelles on travaille pas mal aussi. Alors, quel est l'état d'esprit des dirigeants en entreprise aujourd'hui face aux enjeux écologiques? Comment les perçoivent-ils? Qu'est-ce qui les motive? Où en sommes-nous? Où en sont-ils? Alors, ce qu'on a pu observer un peu sur le terrain ces derniers mois, c'est le fait que déjà les enjeux environnementaux ou de transition écologique prennent des dimensions tout à fait concrètes et opérationnelles. Et donc ça, c'est quand même un peu une nouveauté parce qu'on avait beaucoup parlé pendant des années du changement climatique, des effets du changement climatique, et qu'il fallait éviter le changement climatique, par exemple, parce il allait y avoir des effets. Mais quand on en parlait il y a 15 ans, évidemment, ce n'était pas vraiment visible au quotidien, et on voit bien que ces dernières années, et même demi-décennie quasiment, que ces sujets deviennent la réalité du quotidien, que l'on a des crises qui peuvent être, par exemple, sur l'eau, parfois il y a du manque d'eau, et donc ça a pour effet d'arrêter des activités, des chaînes de valeur ou de perturber des activités. Parfois, on a trop d'eau, donc ce qui peut mettre aussi à l'arrêt un certain nombre de territoires et donc les activités économiques qui sont dessus. Et donc, tous ces sujets-là prennent des dimensions concrètes aujourd'hui. Et donc, ça montre bien que les sujets de transition écologique, c'est plus uniquement se faire plaisir intellectuellement ou pour ses valeurs quand on a le temps, mais c'est bien la réalité du business auquel justement on doit se préparer et on doit aligner les décisions de son entreprise, entre autres. Euh, Derrière les enjeux climatiques, d'eau, de biodiversité, il y a quelque chose d'extrêmement motivant pour tout le monde et qui résonne bien avec Nous sommes vivants, qui est donc l'approche One Health. Est-ce que tu peux nous parler du dernier rapport du 16 où tu avais un mandat? Oui, alors effectivement, le sujet du One Health, il est important, je trouve, parce qu'il permet de mettre en fait au même niveau différents enjeux. On a, pour rappel, le One Health, c'est une seule santé, c'est-à-dire considérer que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, c'est un sujet qui doit être traité comme un tout. Et donc, se concentrer dans une politique publique ou dans une stratégie que sur un des aspects, en fait, ça amène à souvent avoir des impacts négatifs, des effets rebonds, etc., sur les autres aspects. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant comme concept. Ça a ça a été popularisé ces dernières années au niveau international. Il y a eu déjà des travaux qui avaient été menés par différents acteurs, que ce soit au niveau français, au niveau européen, au niveau international aussi, depuis une quinzaine d'années. Et donc, ce qu'on observe, c'est que justement, on ne peut plus penser simplement des politiques de santé humaine sans se préoccuper des impacts sur l'environnement, par exemple. On sait très bien que les résidus médicamenteux, par exemple, du fait qu'on a parfois un peu trop de prescriptions ou des molécules qui soient pas forcément toujours éco-conçues, ont des impacts très importants sur les écosystèmes. Avec par exemple un sujet qui est aujourd'hui bien documenté, qui est l'antibiorésistance, et donc le fait que à force d'avoir déversé un peu dans les écosystèmes naturels nos antibiotiques
bah, finalement, les espèces se sont adaptées euh, à ces molécules qui étaient censées bah, les détruire quand elles nous attaquent, quand elles nous rendent malades. Et donc, une fois qu'elles sont adaptées, bah, ça les rend plus efficaces. Et donc, le fait d'avoir aujourd'hui des antibiotiques qui sont plus du tout efficaces, c'est lié à une surutilisation, que ce soit en santé humaine, que ce soit aussi en santé animale, hein, le volet vétérinaire. Voilà, et donc, on montre bien que finalement, bah, il faut qu'on arrive à penser à la fois l'impact des politiques de santé sur l'environnement, réciproquement. On montre aussi que préserver l'environnement, c'est bon pour la santé. Beaucoup d'études aujourd'hui montrent bien que par exemple, le fait d'avoir accès à des espaces verts et à la nature, ça réduit les risques de maladies physiques, de maladies mentales. Le fait d'avoir voilà, de l'eau de bonne qualité, des écosystèmes qui peuvent filtrer l'eau, par exemple. Donc, on a beaucoup d'indices, aujourd'hui même de preuves hein, scientifiques, qui montrent que bah, ces sujets sont interconnectés. Et donc, il faut qu'on ait une approche globale de la santé. Ce qui est intéressant de voir pour faire le lien avec l'entreprise, c'est que les acteurs commencent à s'en préoccuper. On peut notamment citer hein, le cas des acteurs des assurances santé et des mutuelles. Vous pouvez regarder, il y a le groupe Vive qui a pris une position publique, qui a fait un livre blanc sur ce sujet-là de santé-environnement et qui montre bien qu'aujourd'hui, ces sujets sont complètement interconnectés et que finalement, si on veut un système de santé humaine qui soit soutenable, il faut aussi protéger les écosystèmes, puisque les dégradations environnementales, les pollutions, derrière, c'est générateur de plus de maladies. Et donc, on a besoin d'avoir cette approche complètement intégrée des différents sujets. Donc, c'était un sujet un peu théorique et scientifique il y a quelques années, qui commence aujourd'hui petit à petit à être traduite à la fois par des politiques publiques, mais aussi par le positionnement d'un certain nombre d'acteurs économiques qui ont bien compris qu'au finalement, on ne peut plus traiter les sujets en silo. Donc ça, c'est, je crois, un bon exemple de ce dont on parle souvent quand on parle de RSE, de dire, bah oui, il y a le social, il y a l'économique, il y a l'environnemental, mais on veut bien se dire qu'on a besoin d'approches intégrées, on ne peut pas réfléchir uniquement en silo, sinon ça nous amène très souvent à des mesures qui sont contre-productives au niveau global. Merci. Ça nous amène à la question sur la CSRD avec votre analyse de belle évolution des rapports CSRD. Et, euh, et vraiment, dans la CSRD, ce qui est intéressant, c'est effectivement cette profondeur d'indicateurs, euh, avec cette boussole One Health ou autre, qui permet effectivement voilà, de sortir du tunnel carbone et de s'intéresser en double matérialité à, à différents impacts. Alors, qu'en ressort-il de ces analyses des rapports CSRD? Alors, on a regardé là, avec mon équipe une centaine de rapports, enfin 100 rapports d'ailleurs, qui ont été publiés cette année sur la CSRD. Donc, ça permet d'avoir une vision actualisée du sujet. Donc, c'est un baromètre qu'on fait tous les ans. Et donc, ce qu'on a pu observer là sur cette année, peut-être pour entrer par des points un petit peu techniques et puis peut-être quelques éléments un peu plus stratégiques en conclusion de ce point-là, c'est déjà sur le sujet de la double matérialité. On a la moitié des entreprises à peu près qui ont mis à jour leur analyse de double matérialité. Donc, ce qui montre bien que bah, les exercices n'étaient pas complètement figés, que l'évolution des méthodes, le fait de faire aussi beaucoup de benchmark, on le sait bien, les entreprises regardent ce que font les unes et les autres, bah, ça a incité un certain nombre d'entreprises à mettre à jour leur analyse de matérialité, qui est vraiment la boussole, hein, c'est le point de départ, la pierre angulaire de tout rapport de durabilité avec la CSRD, puisque c'est l'analyse de matérialité qui va définir quelles sont les priorités, les sujets les plus critiques à traiter par l'entreprise et sur lesquels elle doit rendre compte dans le cadre de son rapport CSRD. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'on a observé aussi, c'est que sur les différents ESRS, alors évidemment, E1, le changement climatique, ça reste celui qui est le plus considéré comme matériel, puisque 100% des entreprises ont considéré que le SRS E1 était matériel, tout comme le SRS S1, donc sur les conditions de travail des effectifs de l'entreprise. Donc ces sujets-là, comme l'année dernière, restent les sujets les plus plébiscités, en tout cas les plus considérés comme matériels. Bon, évidemment, c'est pas forcément très très surprenant.
Euh, donc ça, c'était un premier point. On voit quand même une légère baisse sur les autres sujets, et notamment, on pense bien évidemment à celui qui me tient à cœur sur la biodiversité, où la matérialité a un tout petit peu régressé. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, voilà. Ce qu'on a pu observer aussi, c'était une évolution au niveau de la gouvernance des entreprises, puisque du coup, euh, on a 88% des entreprises qu'on a regardées, donc une centaine 100 entreprises sur le SBF 120, qui indiquent avoir un comité RSE au sein du conseil d'administration, donc qui est la plus haute instance de gouvernance des entreprises. Et donc ça montre que la majorité des entreprises ont intégré ce sujet au conseil d'administration. Parmi celles-là, on en a la moitié, un peu moins de la moitié, qui ont un comité dédié à la RSE. Et sinon, dans les autres cas, c'est des comités qui sont mixtes, souvent avec l'audit, parfois avec la stratégie, parfois avec l'éthique. Ça, c'est un petit peu variable selon les entreprises. Voilà. Et il y a un très grand effort qui est fait sur la formation des administratrices, administrateurs, hein, puisqu'on a 51 entreprises qui indiquent que leur conseil d'administration a suivi au moins une formation sur la RSE en 2025. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ce que l'on voit, pour revenir sur les ESRS, on a un nombre de SRS matériels qui est assez différent selon les secteurs d'activité. Notamment l'agroalimentaire, le BTP sont ceux qui présentent le plus de SRS matériel. Il y en a 9 en moyenne, euh, donc c'est-à-dire quasiment tous, contrairement à d'autres secteurs où il y en a beaucoup moins. Ceux qui sont les moins cités, c'est celui sur les pollutions, E2, celui sur l'eau, E3. Euh, et même d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, avec un léger recul par rapport au nombre d'entreprises qu'il avait considéré comme matériel l'année dernière, et puis biodiversité aussi qui régresse un peu. Voilà. Sur les autres sujets, globalement, on a à peu près le même nombre d'entreprises qui les considèrent comme matériel. Il y a celui sur les communautés affectées, le SRS S3, qui est aussi en légère diminution par rapport à l'année dernière. Alors, Quelques... Ouais, que- allez. tu insistes beaucoup sur effectivement le fait de à quoi sert de mesurer. Bon, c'est mesurer, c'est savoir, mais tu relis effectivement la biodiversité, l'eau, les conditions de travail à la résilience des entreprises. Comment on explique un léger recul alors que ce sont des sujets majeurs? Là, on ne peut pas dire que on ne sait pas mesurer, ou alors euh, les chiffres, je les ai pas de mes fournisseurs. Quelle est la... Alors, ouais. S'ils l'ont fait l'année C'est... dernière. Bon, effectivement, moi, l'analyse que j'en fais, hein, c'est quelque part un peu peut-être une sorte de prudence en se disant on va essayer d'avoir trop de sujets matériels, hein. Je rappelle que le seuil de matérialité, il est fixé de manière libre par chacune des entreprises. Donc on peut mettre la barre un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, hein, selon le choix que fait l'entreprise. Et donc effectivement, eu égard au fait que les reportings qui sont demandés sur chacun des ESRS matériels, il est quand même important. Je pense que ça traduit le fait que les entreprises ont une approche de ciblage, en se disant on va essayer peut-être de cibler moins de sujets, et par contre d'avoir un reporting beaucoup plus construit ou précis sur les sujets qui sont ciblés. Je donne un exemple sur le SRS E1, donc, qui est le climat. On avait l'année dernière 45% des entreprises qui avaient un objectif climat qui était validé par la SBTI. Et puis, par contre, cette année, on est à 69%. Donc, on voit que la crédibilité, l'engagement qui est fait sur le sujet du climat, il est très, très fort. Alors, évidemment, ça tranche avec le fait que sur la biodiversité ou sur l'eau, on est plutôt en recul. Mais encore une fois, peut-être que les entreprises se sont dit, on va essayer de réduire le nombre de sujets pour être plus engagés sur quelques-uns. Alors, évidemment, ça pose une question quand on défend, nous, la régénération, l'approche un peu globale, globale des sujets, puisqu'on sait bien que, bah, évidemment, la question de l'eau, elle fait que monter aujourd'hui en termes de risque pour les entreprises. La question de la biodiversité, elle est absolument majeure. Ça a été dit par l'ensemble de la communauté scientifique, ça a même été dit par les services secrets anglais, hein, si vous avez suivi le rapport qui avait été publié il y a quelques mois,
qui disait que ça mettait à risque l'érosion de la biodiversité, ça mettait à risque de sécurité le pays. Et donc, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on a encore un peu du mal à avoir le business case vraiment concret sur la biodiversité, d'expliquer comment ce risque global, il se traduit en risque spécifique pour l'entreprise. Et donc souvent, ça incite quand même les entreprises à le, à le, à le réduire. Et après, bien sûr, il faut faire le lien avec les questions dites sociales, les conditions de travail. Quand on pense évidemment au changement climatique, on se dit, bah oui, s'il fait trop chaud, comment on fait pour travailler dehors? Mais en réalité, c'est beaucoup plus large que ça, puisque, et ça, je pense que aujourd'hui, c'est pas encore complètement bien intégré dans les approches de se dire, mais en réalité, si on regarde le sujet de l'adaptation au changement climatique, il va bien falloir pas uniquement raisonner en termes de chaleur, mais parfois ça peut être vraiment les métiers qui vont évoluer. On va peut-être changer de technologie, on va peut-être changer de geste, on va peut-être changer de matière première, par exemple, dans des productions. Et donc ça peut faire évoluer de manière très importante les conditions de travail. Et donc, comment est-ce qu'on anticipe l'ensemble de ces mutations? Comment est-ce que ça peut avoir aussi un impact sur l'organisation du travail? Si demain, dans les territoires, l'adaptation au changement climatique, elle se fait avec, par exemple, des transports qui sont soit très tôt le matin, soit très tard le soir pour éviter les chaleurs, comment est-ce que derrière, on peut gérer des horaires de travail collectif? Euh, voilà, donc toutes ces questions-là, il va falloir qu'on les traite et aussi qu'on puisse mobiliser les collaboratrices, collaborateurs, les instances de dialogue avec le personnel, les représentants du personnel. Et là, on voit que pour l'instant, malgré le fait que la loi climat et résilience avait donné notamment au CSE la capacité à traiter les sujets environnementaux, pour l'instant, ce n'est pas encore quelque chose qui est très répandu au sein des entreprises. Et pourtant, on le voit bien, et encore une fois, c'est comme pour le One Health, on ne peut pas traiter de manière technique un sujet environnemental sans se poser la question de l'aspect social, que ce soit les conditions de travail ou d'autres choses. Tout comme on ne peut pas éviter la question stratégique que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment de se dire, finalement, notre sujet est ce qui nous amène à réfléchir différemment notre stratégie, notre positionnement sur le marché, nos investissements, etc. Euh, Où ils en sont de la mesure des impacts de leurs fournisseurs ou de leurs impacts sur les consommateurs finaux ou les territoires? Est-ce qu'on est encore cantonné à mon entreprise en double matérialité ou est-ce que ça s'étend à la chaîne de valeur? Alors effectivement, ça c'est un point c'est un point qui est encore pas complètement bien traité par les entreprises. La question de la chaîne de valeur. On a des analyses qui sont quand même beaucoup plus précises sur le scope 1, entre guillemets, enfin le scope 1, c'est-à-dire tout ce qui va être dans l'entreprise. Sur la chaîne de valeur, on a, je trouve, pas quand même pas beaucoup progressé. Alors sur les sujets climatiques, quand même, il y a des progrès qui sont faits depuis pas mal d'années. Et sur les autres sujets comme l'eau, comme la biodiversité, qui demandent d'avoir une approche géographique, puisqu'il faut essayer de trouver où est localisé mon fournisseur, est-ce qu'il a des risques spécifiques liés, par exemple, à l'accès à l'eau, parce que dans telle zone, il est en zone de stress hydrique. Aujourd'hui, le travail sur les chaînes de valeur, il reste quand même, me semble-t-il, pas encore complètement satisfaisant. Et là, on parle que de la chaîne de valeur amont, dans lesquelles les entreprises peuvent essayer de remonter les chaînes pour essayer de comprendre ce qui se passe. Sur l'aval, on est très très loin du sujet. C'est souvent très peu pris en compte par les entreprises de savoir ce qui se passe une fois que j'ai vendu mon produit. Voilà, sachant qu'il peut y avoir encore différentes étapes de chaîne de valeur avant le consommateur final, sans compter la fin de vie du produit. Donc là, c'est un point sur lequel il y a encore d'énormes progrès à réaliser. Très bien. Quand tu dis, donc on t'entend, on comprend que pour certains, effectivement, ce qui est motivant, c'est cette approche globale de l'entreprise dans ses écosystèmes. Mais pour une majorité, c'est ses risques et ses coûts. Et quand tu dis que la RSE doit redevenir comme à son origine, un moteur de performance et d'innovation, est-ce que tu peux nous donner des exemples de comment ça se traduit? Parce que c'est vrai que la double matérialité, c'est à la fois risque et opportunité. Oui, tout à fait. Alors, ça, le sujet des opportunités, j'ai essayé de beaucoup intervenir et de mobiliser, de sensibiliser, mais on voit bien que pour l'instant, déjà, la question juste des risques.
Elle n'est pas encore complètement prise en compte, mais ça progresse. Opportunité, ça reste encore extrêmement ponctuel. Les entreprises qui font vraiment ce travail-là de réfléchir vraiment à leur stratégie. Par contre, ça se traduit des exemples qui sont quand même assez intéressants dans le choix, par exemple, des stratégies d'investissement des entreprises, de se dire, ben voilà, est-ce qu'on va se positionner sur tel ou tel marché? Est-ce qu'on va repenser nos produits? Ça, c'est un point qui est assez intéressant. Donc, vous avez des exemples comme le label Illoise qui, historiquement, vendaient des boîtes de sardines et qui se sont dit, bah, finalement, on s'est bien rendu compte que les poissons, c'est pas un stock qui est infini. Et donc, si on veut préserver notre ressource, il faut qu'on imagine une stratégie de développement qui ne consiste pas à pêcher toujours plus de poissons, puisqu'on voit bien qu'on arrive aux limites du système. Et donc, comment est-ce qu'on développe des recettes qui vont être avec d'autres types de produits, plus végétaux, des légumes, etc. Et donc, d'avoir voilà, des produits qui sont vraiment des évolutions complètement différentes. On le voit dans la cosmétique, des entreprises qui travaillent beaucoup sur la recharge pour éviter les emballages. Quand vous pesez, hein, souvent dans les produits cosmétiques, le poids de l'emballage est sans commune mesure avec le poids du produit qu'il transporte. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir... voilà. Donc là, il y a plein d'entreprises qui développent ce type de modèle. Et donc, c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'exemples très intéressants qui montrent que bah, la transition écologique, elle doit être intégrée vraiment dans la stratégie. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être l'acquisition d'activité, le positionnement sur des marchés et surtout sur ben, la stratégie produit, qu'est-ce qu'on vend, pour qui, quel est l'impact finalement de nos produits et comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre offre. Voilà. Et ça, c'est pas toujours très bien restitué dans les reporting CSRD. Je trouve que ça, c'est un peu dommage puisqu'il y a plein d'entreprises qui font plein de choses très intéressantes, mais du coup qui ne sont pas vraiment mises en valeur dans le cadre de ces reportings-là. Alors que pour moi, c'est quand même l'intérêt et le fondement de la RSE, c'est bien de faire évoluer les entreprises pour s'assurer qu'elles soient à moyen terme les plus soutenables possibles. Et donc ça passe évidemment par la transformation du cœur de métier des offres, produits-services, et pas uniquement des améliorations sur le fonctionnement un petit peu général de l'entreprise. Et donc ça manque encore une fois dans les rapports. C'est pas toujours très visible. Pourtant, sur le terrain, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui avancent dans certains secteurs. Il faut que ce soit massifié si évidemment on veut respecter les engagements environnementaux qu'on a pris pour 2030 et pour 2050, puisque là, on voit bien qu'il y a encore une marche importante à franchir. Oui, on reste dans deux rapports, le rapport financier et le rapport extra-financier. Et à l'intérieur du rapport financier, on n'isole pas des produits qui fonctionnent sur un autre modèle, où la croissance raisonnable, profitable et justement distribuée se traduit aussi en impact contributif. Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours ce blocage comme quoi la RSE est quelque chose à faire pour être responsable, mais c'est pas, ce n'est pas souvent le driver du business. Et quand on imagine un COMEX en train de discuter, c'est, je les imagine de façon un peu binaire. Profit et RSE. Quel est le blocage? Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas? Mais je crois que c'est justement cette approche un petit peu binaire qui sous-entend que s'il y a de la rentabilité, c'est que c'est pas responsable, et réciproquement, considérer que ce qui est responsable, ça ne peut pas être profitable. En fait, bon, on voit bien que évidemment le sujet n'est pas binaire. Parfois, il faut des choix évidemment courageux, puisqu'on le sait bien, hein, quand on est sur un marché, il y a les concurrents qui ont leurs produits. Si nous, on fait un pas de côté, qu'on est capable, c'est par exemple ce que dit un groupe de vins et spiritueux qui dit, bah, nous, on a des marges qui sont suffisantes, et donc ça nous permet d'acheter plus cher du raisin qui va être produit avec des pratiques qui utilisent moins de pesticides, etc. Ça coûte plus cher, mais on accepte de payer le surcoût parce que on sait que c'est la seule manière d'avoir nos fournisseurs qui peuvent travailler sur le long terme et d'avoir la qualité que l'on veut avoir. Et donc,
on a un sujet quand même d'être en capacité de regarder sur chacun des cas. Parfois, il y a des sujets qui sont tout à fait des prises en compte de RSE, d'innovation qui sont tout à fait rentables. Parfois, c'est pas le cas. Et donc là, il y a un arbitrage à faire de se dire, bah, est-ce que je suis prêt à investir un petit peu plus en considérant que effectivement, demain, probablement, ça permettra d'avoir un business plus résilient. On le voit aujourd'hui sur la question de certains produits chimiques. Bon, bah, est-ce qu'on est prêt à faire l'éco-conception de notre produit, peut-être de se passer de telle ou telle matière qui aujourd'hui peut-être coûte moins cher et plus accessible, mais en même temps génère des risques de santé ou environnementaux très importants. Est-ce que je suis le premier à sauter le pas ou pas? Est-ce que j'attends que ça bouge? Bon, on voit bien en plus que le contexte politique ne nous aide pas, puisqu'il est tellement incertain que en ce moment, d'ailleurs, il n'y a plus d'investissement du tout, pas que dans la durabilité. Et, mais donc ça, c'est des discussions qu'on peut avoir en COMEX. Et ça change aussi un peu le quotidien des directrices et des directeurs RSE. Puisque là, on est coté quand même pendant les 4 5 dernières années dans une logique où les entreprises avaient besoin de s'engager, de prendre des engagements toujours plus importants. Et donc, quand on allait en COMEX pour dire, voilà, on veut faire tel projet, on veut prendre tel engagement, il y avait quasiment pas de discussion, c'était allez-y, on signe le chèque. Et là, on voit bien qu'on est revenu dans une période, hein, c'est ce que disent nos clients depuis un an à peu près, de dire, bah, en fait, non, il faut rediscuter, renégocier, redéfendre les projets qu'on veut mener. Ce n'est plus acquis d'avance parce que ça s'appelle RSE. Il faut réexpliquer en quoi est-ce que ça participe à un meilleur business au quotidien. Et donc ça aussi, ça change un petit peu la perspective et le quotidien des directions RSE qui doivent repenser un peu différemment leurs projets, être beaucoup dans la logique d'impact à la fois l'impact environnemental, social, mais économique, et démontrer finalement qu'on est bon sur l'ensemble des sujets. Donc là, il y a un vrai renouveau. Voilà. Mais la RSE, elle a pas complètement disparu. Elle n'a même pas du tout disparu. Elle a un peu suivi une mutation, j'allais dire. On était, encore une fois, dans cette logique d'engagement toujours plus. Là où, bon, ok, on va regarder avant de s'engager, et par contre, si on s'engage, on va le faire vraiment, et donc il faut démontrer que bah, on va être en capacité, qu'on sait investir, qu'on sait avoir un ROI, etc. Donc il est possible bah, que sur les sujets, en particulier la biodiversité, où on n'a pas encore facilement le business case qui est démontrable, c'est pas toujours évident de le démontrer, enfin de faire accepter, de faire prendre la décision par le COMEX. Donc ça, c'est quand même une évolution assez importante de cette dernière année. Justement, tu disais en introduction que la bonne nouvelle, c'est qu'on rentre dans une phase pratique, c'est-à-dire que voilà, les risques géopolitiques, le changement climatique, la nécessité de s'engager avec ses fournisseurs plutôt que d'en choisir plein et de les mettre en concurrence. Donc tout ça, ça devient pratique. C'est la bonne nouvelle que tu voulais nous transmettre, que maintenant, voilà, la RSE, on doit l'expliquer et aller jusque à son intérêt business. Exactement, et ça, alors évidemment, c'est peut-être un petit peu plus dur au quotidien pour celles et ceux qui y travaillent, mais quelque part, c'est peut-être un signe aussi de maturité. Enfin, moi, j'ai envie de le voir comme ça. Je donne un exemple sur l'eau. Pendant longtemps, on expliquait que oui, il faut réduire les consommations d'eau, etc. Bon, on nous disait l'eau coûte pas cher, donc consommer plus ou moins, c'est pas très grave. Puis en fait, le jour où on a une sécheresse et un arrêté sécheresse dans un territoire, bah, en fait, les 3 jours où l'usine ne peut pas produire parce qu'il n'y a pas accès à l'eau, en fait, c'est 3 jours de perte de chiffre d'affaires et c'est une perte qui est beaucoup plus importante que le prix effectivement de la ressource. Donc, par exemple, sur l'eau, ce qui va coûter cher, c'est pas la ressource en elle-même, c'est le fait qu'on va manquer de cette ressource-là. Et donc, le fait de pouvoir dire maintenant, bah, effectivement, là, on a des cas concrets d'entreprises qui ont dû être à l'arrêt, et puis après des chaînes de valeur qui ont été à l'arrêt parce que certaines entreprises étaient touchées, et ben, ça va rendre plus objectif le fait que oui, ça vaut le coup d'investir dans un système, dans une technologie, ou changer peut-être de site. Je parlais tout à l'heure de stratégie d'investissement. Peut-être que ben, on va plutôt installer ou reprendre une usine qui est dans tel territoire parce que, elle est moins exposée par rapport à une autre usine qui est dans un autre territoire. Voilà, donc ça peut changer justement les stratégies. Donc ça, pour moi,
c'est quand même plutôt positif, puisque le fait d'avoir la capacité à démontrer que le business case existe, ça fera que le projet ne va pas s'arrêter au moindre soubresaut de l'entreprise, si on s'est montré que c'est fondamental pour l'entreprise, alors que quand c'était plus quelque part un effet de mode, bah là, il y a toujours le risque que bah, quand c'est plus la mode ou quand il y a d'autres priorités, quand c'est la crise comme en ce moment, bah, on dise bon, ben, on verra ça plus tard. Voilà, donc le fait de rentrer dans des logiques plus en lien avec le métier, plus en lien avec le business, c'est ce dont on a appelé pendant 15 ans, hein. On disait il faut que la RSE intègre le business. Donc là, bah, c'est absolument nécessaire et on est rentré dans cette phase-là. Donc c'est, je crois, intéressant à suivre. Merci, passionnant. Je pense que voilà, ça nous donne envie de continuer à œuvrer. Le thème des lauriers de la régénération cette année, c'est de la robustesse à la régénération. On va avoir Olivier Hamon qui va introduire le programme le 11 juin. Et donc, effectivement, la robustesse, c'est effectivement face à ces polycrises, voilà, on peut s'adapter, comment on reste agile, hein, voilà. Et la régénération, par contre, ça va être travailler sur les capacités. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que j'ai les capacités pour que mon entreprise tienne dans le temps? Est-ce que la biodiversité a la capacité de se renouveler? Est-ce que euh, mes collaborateurs, ceux de mes fournisseurs ou mes consommateurs, au-delà de, voilà, qu'il n'y ait pas de problème sur la santé, est-ce qu'on travaille sur leur capacité à apprendre, à progresser, à rester curieux, etc. Euh, Est-ce que tu vois, toi, cette appétence chez les entreprises d'avoir non seulement une politique, on va dire, de résilience, de robustesse, mais aussi d'essayer que le territoire et ses habitants humains, non humains, progressent avec l'activité? Est-ce que tu vois ça dans des PME, dans des grands groupes? Alors ça commence dans quelques PME. Malheureusement, c'est pas encore une généralité, mais je crois que c'est pour ça qu'on est là, toi et moi, et puis tous ceux qui nous écoutent. C'est aussi de se dire bah, comment on fait en sorte que ça devienne le nouvel alpha et l'oméga des entreprises, de leur business, de leur ancrage sur les territoires. Mais il y a cette étape aussi de continuer à expliquer ce que tu viens de dire, c'est que ces sujets sont complètement interreliés, doivent être traités par la gouvernance et doivent après être aussi accompagnés. Et ça, c'est un nouvel aussi enjeu, je crois, pour les directions RSE, c'est comment est-ce qu'on accompagne les transformations, puisque là, on était dans je prends des engagements. Encore une fois, maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et donc, effectivement, eh ben, le change management, c'est un métier. Ce n'était pas forcément celui historique des directions RSE. Donc, comment est-ce que j'accompagne? Je rentre dans le process, je rentre dans l'accompagnement des équipes au quotidien. Et donc là, il y a aussi des évolutions à faire. Et je crois que si on prend un tout petit peu de recul, évidemment, quand on est là, comme en ce moment, en plein milieu de différentes crises, c'est pas toujours évident, mais si on prend un tout petit peu de recul, on voit bien que ce qu'on avait dit pendant longtemps, de dire ben voilà, il faut décarboner son activité puisque ça permet d'être moins exposé aux risques climatiques, hein, donc cette logique de robustesse. Bah, finalement, on voit bien que les entreprises qui étaient plus décarbonées, bah là, depuis 2 mois, elles sont un petit peu plus sereines que celles qui sont complètement exposées au prix du pétrole. Et donc, bah, celles dont les salariés peuvent plus venir travailler parce que bah, la mobilité qu'ils ont fait que bah, faire le plein, c'est pas possible. Donc là, ça pose des vraies difficultés. Celles qui ont peut-être travaillé des modes de déplacement plus doux, qui ont accompagné des plans de mobilité des entreprises, ben, peut-être peuvent s'en sortir un petit peu mieux. Voilà, c'est qu'on transformer leur mix énergétique de fonctionnement de la même manière. Donc là, on a, si on prend l'exemple de l'agriculture, euh, très dépendante aux engrais, bon, on voit bien que, il y avait la question de la taxe sur les engrais qui était discutée, hein, dans le cadre des mécanismes MACF, où effectivement, le monde agricole a dit, oh là là, ça va nous rendre pas rentable. Et on voit bien que bah, certains ont fait l'effort de dire bah, comment je peux avoir des pratiques agricoles qui utilisent moins d'engrais, et ceux qui ne l'ont pas fait, quand aujourd'hui les prix explosent parce que la situation géopolitique fait que ça évolue dans ce sens-là. Évidemment, il y a ceux qui auront fait un peu par avance les efforts, vont mieux s'en sortir.
quand pour d'autres, ce sera beaucoup plus compliqué. Malheureusement, j'allais dire, les crises qu'on vit chaque année, un coup c'est l'eau, un coup c'est le climat, un coup c'est le pétrole, un coup c'est telle et telle ressource, on voit bien finalement que ça finit par donner raison à celles et ceux qui étaient rentrés dans cette logique de transition écologique et donc ont des modèles peut-être plus robustes. Quant à la question de la régénération, on voit bien qu'on n'est encore pas complètement là. Malheureusement, on voit bien qu'on continue à dégrader nos écosystèmes. Pourtant, moi, je suis convaincu que si demain on va avoir un pays, des territoires qui soient fonctionnels, ben, il va falloir réinvestir dans la nature, préserver vraiment les ressources et rentrer dans cette logique où finalement mon business ne dégrade pas un peu plus chaque jour la nature. Et donc, c'est bien cette idée hein, du modèle régénératif. Et voilà. Et donc ça, c'est peut-être l'aspiration vers laquelle il va falloir continuer à œuvrer tous ensemble, puisqu'il y a quelques exemples hein, qui sont connus et qui se développent de plus en plus. Il va falloir continuer à les massifier. Et travailler sur toute la chaîne de valeur, ça c'est très important. En particulier, je pense à l'aval de la chaîne de valeur. Comment est-ce qu'on fait évoluer les modes de vie? Comment est-ce qu'on fait évoluer les modes d'organisation des territoires, modes de distribution, puisque on est toujours un petit peu coincé dans ce paradoxe où on entend les entreprises qui nous disent oui, mais les consommateurs veulent ceci, puis les consommateurs qui nous disent oui, mais en fait, les entreprises, elles ne proposent pas mon produit que j'aimerais bien ça. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne globalement la transition de la société? Et je crois que ça, c'est une nouvelle responsabilité pour les entreprises d'être capables aussi de prendre ce recul-là et d'imaginer un modèle d'affaires régénératif, mais qui embarque en fait l'ensemble des écosystèmes naturels, mais aussi des écosystèmes humains, des communautés, puisque, encore une fois, si on ne fait pas l'accompagnement d'évolution des modes de vie, de la culture profonde des nations, on aura toujours du mal à faire évoluer après l'ensemble des chaînes de valeur et réciproquement. Il y a vraiment une co-responsabilité, une coaction à mettre en œuvre et je pense que ça fait partie de l'esprit du régénératif. Oui, on verra ça d'ailleurs dans les lauriers, puisqu'on se repose beaucoup au niveau du jury sur l'affichage produit, que ce soit avec des labels ou des scores. Et donc comment on engage le consommateur dans cette approche justement holistique, qui n'est pas que carbone, qui n'est pas que bio. Les consommateurs dans l'alimentaire veulent du bio, du local, qui rémunère bien les producteurs. Ils veulent une approche globale en fait. Et donc c'est tout l'enjeu d'engager les consommateurs et la distribution. Et d'ailleurs la distribution joue bien le jeu cette année. Et l'année dernière on avait une campagne Naturalia sur l'agriculture bio-régénérative. Et globalement la distribution voilà, va plus vite encore que les marques qui incitent les marques à avancer sur le carbone et d'autres enjeux. Merci Sylvain pour ces bonnes paroles. Je coupe l'enregistrement. Merci.